Alors, mais d'abord donc ce mystère, peut-être le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. RTL. On n'a pas cessé, à travers les siècles, de raconter la disparition de cette île. Le philosophe grec Platon en parle le premier il y a plus de 2000 ans. La curiosité est un vilain défaut. C'est l'Atlantide. La terre antique qui, selon la légende, a été engloutie dans les flots par un cataclysme il y a 11 000 ans. Jusqu'à 22h. La cité engloutie est-elle un mythe ou sa légende est-elle fondée sur une civilisation qui a réellement existé? Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Le mystère de l'Atlantide, cette civilisation disparue. On vous raconte son histoire avec le journaliste Jean-Marc Beuzelin. Bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir Sidonie. Bonsoir. Bienvenue. Alors moi, j'étais plutôt du côté de ceux qui pensent que l'Atlantide était un mythe. Et puis en préparant l'émission, en lisant votre livre publié aux éditions Enfortas, j'ai commencé à douter un petit peu parce qu'il y a des textes. Quels sont les textes qui y font référence ? Alors vous l'avez dit en avant-propos Thomas, l'Atlantide était peut-être un des plus grands mystères de l'humanité, au même titre du reste que les Moaïs de l'île de Pâques, voire la cité mythique d'Amazonie qui s'appelle l'Eldorado et dont le terme est devenu générique. Est-ce que l'Atlantide est un mythe ou une réalité? Avant de définir d'emblée ce qu'on appelle et de choisir son camp, entre guillemets, je pense qu'il convient de définir et de dire de ce dont on parle. De quoi s'agit-il? Bah oui. En l'occurrence, il s'agit de deux textes de Platon, Timée et Critias. Il devait y avoir un troisième texte du reste, qui s'appelle Hermocrate, et qui devait constituer une espèce d'encyclopédie générale, qui ne parlait pas uniquement de l'Atlantide. C'était un texte qui était peut-être un texte encyclopédique. Platon est un grand philosophe grec, et qui devait concerner à la fois la société des hommes, le monde grec, d'un côté, de l'autre côté, la civilisation telle qu'il la concevait, et le rapport des hommes avec le cosmos. Alors on va essayer de rentrer dans les détails un petit peu dans ce texte de Platon. Par exemple, le premier texte, le Timée, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il décrit déjà? C'est un peu général dans ce texte-là, ce qu'il dit de l'Atlantide? Si vous permettez Thomas, on ne peut pas dissocier les deux textes. Il y a le Timée et le Critias. Vous avez raison de le dire. Dans le Timée, on a une approche relativement générale, généraliste. Il nous raconte l'Atlantide. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Et dans la deuxième partie, le deuxième texte, Critias, par contre, c'est excessivement précis. Il raconte non seulement l'Atlantide, mais il raconte l'ensemble du parcours de cette île mythique, de cet empire, dit-il, vaste et merveilleux. Mais il raconte quoi? Des choses qu'il a vues, des choses qu'on lui a racontées, Platon? Alors, toute la question est là. C'est pour ça que je vous la pose. L'acte de naissance de l'Atlantide, ce n'est pas Platon qui le détient, mais c'est lui qui nous le raconte. D'où le tient-il, cet acte de naissance? Et là, c'est très simple. Il le détient de Solon, un des grands prêtres, un des grands sages de la Grèce antique, qui aurait voyagé donc en Égypte, qui aurait rencontré un prêtre initié et qui lui aurait raconté l'histoire du monde. Et dans cette histoire du monde, il y avait l'histoire de l'Atlantide. Et comment c'est arrivé donc jusqu'à Platon? Eh bien, c'est très simple. Solon l'a dit à l'oncle Critias l'Ancien, l'oncle de Platon, qui lui a transmis. Rappelez-vous que nous sommes dans tradition orale et que c'était pour l'instant l'oralité. Et c'est seulement Platon qui l'a transcrit en texte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans Timée dans un premier temps, mais ça reste dans l'ensemble de l'ouvrage Timée relativement modeste. Et par contre, les définitions sont beaucoup plus précises, beaucoup plus amples dans la deuxième partie de l'ouvrage, dans le deuxième ouvrage en quelque sorte, qui s'appelle Critias. Alors, est-ce que Platon, qui a recueilli ces témoignages, il nous décrit à quoi ressemblait l'Atlantide, à quoi elle devait ressembler cet endroit? Alors, Platon, d'abord, a écrit le texte qui était, qu'on s'appelle, une tradition orale. Donc la première des choses, c'est qu'il nous raconte l'histoire intégrale qu'on appelle de l'Atlantide. C'est-à-dire que la naissance de l'Atlantide, son évolution, sa spécificité, sa puissance et sa disparition. C'est un grand territoire, l'Atlantide? Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que... Ah non, je veux ma réponse maintenant. Alors, on va aborder cette réponse. Platon, sur le plan du territoire, n'est pas excessivement précis. Il ne donne pas, comment dire, il ne donne pas une superficie. Il n'y a pas des coordonnées géographiques, quoi. Par contre, si, il y a des coordonnées géographiques, on y viendra. Mais par contre, Platon donne deux éléments. Un, il fournit des éléments particulièrement chiffrés au niveau de l'armée de l'Atlantide. Plus d'1 million 200 000 hommes. Premier point. Un petit territoire ne peut pas concevoir une armée d'1 million de hommes, soyons sérieux, surtout à cette époque-là. Premier point. Deuxième point, il ne décrit pas l'ensemble du territoire, mais il décrit par contre, ça c'est relativement important, il décrit la plaine, entourée de montagnes. En fait, l'Atlantide, c'est une île où il y a une immense plaine et des montagnes autour, d'immenses montagnes autour. Et dans cette plaine fertile, où la cité royale est construite,
Eh bien, le territoire est chiffré, puisqu'il nous le dit, en termes de l'époque, en stade, et c'est l'équivalent, grosso modo, du Sénégal, de l'ordre de 190 000 km² à peu près, c'est-à-dire le tiers, pour faire vite, le tiers de la France. Alors dans ces textes de Platon, comment l'Atlantide est-elle décrite? Comment le cataclysme qui l'aurait englouti est-il raconté? Vous allez le découvrir dans une minute, restez avec nous. Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. L'Atlantide, une cité et une civilisation qui disparaissent en quelques jours. C'est le mythe raconté par Platon, le grand philosophe grec. Et si c'était vrai? Et si l'Atlantide avait bel et bien existé? On s'attaque à ce mystère dans la curiosité avec le journaliste Jean-Marie Beuzelin. Vous croyez, vous, à l'existence de l'Atlantide, mais vous n'êtes pas le seul. En 2011, vous avez participé à une conférence internationale sur l'Atlantide qui s'est tenue sur l'île de Santorin, c'est au nord de la Crète. C'est un mystère qui intéresse, passionne de nombreux chercheurs de tous les continents. Tout à fait. Depuis 2005, régulièrement, donc, des conférences internationales ont lieu sous l'égide du ministère de la Culture grec, mais pas seulement, et sous l'égide également d'un géophysicien très 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 célèbre, très connu dans sa partie, qui s'appelle Papamarimopoulos, qui est à l'université de Patras, et qui vraiment a développé une théorie qui lui est spécifique et qui insuffle une espèce d'énergie pour que les conférences aient lieu et que soient relativement ouvertes. Mais est-ce que tous ces chercheurs sont d'accord ensemble pour définir l'endroit où se trouvait l'Atlantide, ou est-ce que ça se... Nos auditrices et nos auditeurs le savent très bien. Lorsqu'on a par exemple un diagnostic médical relativement poussé, vous allez consulter 2 spécialistes, vous allez voir que 2 visions vont être... On parle de géographie là. Pourquoi? S'il y a trop de médecins autour du malade, ça va pas, quoi, Bon, c'est ça. c'est pas à vous que je vais vous le dire, mais lorsqu'il y a 2 journalistes qui sont sur un truc, ils vont prendre un angle d'attaque. Donc tout ça pour vous dire que tout dépend de l'angle, de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on veut démontrer, de l'analyse et de la synthèse qu'on peut faire des choses. Donc, pour répondre à votre question, Sidonie, non, ils ne sont pas toujours d'accord, mais par contre, ils ont bâti, et ça c'est à Santorin en 2011, ils ont bâti une espèce de socle commun de connaissances. Non pas de connaissances, mais Mmh. d'hypothèses, d'éléments qui permettraient de définir mieux ce que pourrait être, ce qu'a pu être l'Atlantide. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que ce socle est construit, pour l'essentiel, sur l'exégèse précise et analytique du texte de Platon. Qui est le seul texte finalement sur lequel on peut s'appuyer sérieusement, on va dire? C'est le seul texte sur lequel on peut s'appuyer pour plusieurs raisons. Des raisons intéressantes. La première raison, c'est que Platon n'est pas n'importe qui, c'est un philosophe grec. Et que au cours de Time et de Critias, il nous le précise. Il nous dit, ce texte est vrai, je le tiens pour vrai. Ensuite, il décrit très précisément, avec énormément de détails. On n'est pas dans un roman ésotérique, ça aurait pu être, mais c'est pas un roman ésotérique. Et ensuite, en 2015, sous l'égide de Papamarimopoulos, le fameux géophysicien grec, il se rend compte, en analysant le texte du point de vue hellénistique, que Platon décrit l'Athènes mysienne telle qu'elle a été découverte alors que, après les fouilles de l'Acropole, alors que Platon n'était pas au courant. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, a posteriori, on a découvert qu'une partie du texte qui existait donc dans Critias était vraie. Et Papamarimopoulos le dit justement, mais si une partie du texte est vraie sur l'Athènes mysienne, pourquoi ne le serait-il pas sur l'Atlantide? Alors, il y a une question qu'on se pose toujours quand on évoque l'Atlantide, c'est comment cette civilisation, on émet l'hypothèse qu'elle ait existé, comment elle aurait disparu? Quel cataclysme a pu provoquer sa disparition? Vous nous parliez d'un socle commun des chercheurs en la matière, sur l'explication de la disparition de l'Atlantide. C'est quoi leur réflexion commune? Quelles que soient les localisations, puisque finalement on la y question viendra après pose des questions de localisation. Quelles que soient les localisations, on se rend compte que la disparition brutale, un jour et une nuit funeste, nous dit Platon, enfin transcrit Platon, donc l'Atlantide disparaît. Une île relativement importante, conséquente, j'ai dit 1 200 000 hommes armés, ce qui veut dire une population relativement nombreuse, un empire, parce qu'on parle de l'Atlantide, mais il faudrait également dire que c'est une île, c'est également un empire, et c'est une cité royale. Ça recoupe ces 3 éléments-là. Bref. Donc pour que ça disparaisse en un jour et une nuit, les géophysiciens, les physiciens, puisqu'on a affaire à des chercheurs sérieux, y compris du CNRS, enfin des gens du monde entier qui viennent naturellement, et qui nous disent, certainement, on peut penser qu'un astéroïde aurait frappé à ce moment-là la Terre, aurait provoqué un tsunami absolument géant, un cataclysme qui aurait englouti d'un coup d'un seul, vu la force des éléments, cette île d'Atlantide. Est-ce qu'il y aurait eu des survivants à ce cataclysme? Alors, c'est une théorie malheureusement
j'ai la mienne. On en parlera peut-être au niveau de la population des Guanches tout à l'heure, sur les Guanches qui est un peuple aborigène des Canaries où je me suis rendu. Des îles Canaries. Les îles Canaries. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Donc ils seraient des survivants ? Mais les fameux Atlantes ne sont pas survivants. Mais beaucoup de chercheurs, alors là on rentre un petit peu dans un domaine, je ne dis pas ésotérique, mais sur un fil conducteur qui va s'élargir considérablement. Beaucoup de chercheurs peuvent penser que ce qui a existé en Égypte avec la construction des pyramides, ce sont peut-être des descendants d'Atlante qui avec le savoir initial qu'ils ont permis de construire des pyramides. Il y a peut-être une espèce de transmission. Un chercheur américain a parlé d'héritage. Parce qu'il y avait des pyramides dans l'Atlantide, c'est ça ? Dans cet empire ? Alors, il n'y a pas de pyramide, mais la cité royale était construite de manière tout à fait extraordinaire. Il y avait un endossement, il y avait une organisation telle à cette époque-là qu'on ne la retrouvait nulle part. Alors localiser l'Atlantide, tiens, c'est le rêve de nombreux archéologues. Leur première destination, c'est Santorin. On vous y emmène tout de suite, les curieux. On est bien entre curieux sur RTL. Vous écoutez RTL. RTL. Première radio de France. La curiosité est un vilain défaut. Au milieu de notre vaste océan se trouve l'Atlantide. Au cours des années, l'image de l'Atlantide a été enjolivée par l'imagination des scénaristes de films. Jusqu'à 22h. Pour trouver l'Atlantide, il est important de savoir ce qu'il faut chercher. RTL. Quels indices exactement nous a laissé Platon ? Il écrit que c'était une grande cité, disposée en cercles concentriques de terre et d'eau. Elle a été détruite par un cataclysme et a sombré dans les flots. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. C'est le mystère de l'Atlantide qui est dans l'œil de notre curiosité ce soir sur RTL. Grâce au journaliste Jean-Marie Beuzelin, on évoque toutes les hypothèses autour de la disparition de cette civilisation mythique. Et il y en a beaucoup d'hypothèses, Jean-Marie Beuzelin. La destination la plus communément citée, c'est l'île de Santorin. On rappelle où elle est située ? Santorin est située globalement au sud des Cyclades, au nord de la Crète, à 80 km au nord de la Crète. Une île qui était initialement ronde et qui a explosé en 1500 avant Jésus-Christ sous l'effet donc d'un volcan. Du reste, ceux qui se rendent à Santorin, qui est une île absolument magnifique, ça ressemble à un croissant, grosso modo, avec il y a d'un côté, et puis on en parlera à Crotiri de l'autre côté. Et dans ce croissant, donc tout au nord, le coucher de soleil est, paraît-il, l'un des plus beaux du monde. Il y a des cartes japonais qui arrivent chaque année pour voir ça. C'est une preuve. Et qui c'est un bon indice, oui, c'est vrai. Label japonais. Le japonais ne se trompe pas sur les sites d'intérêt. Oui. Et donc, alors, et au milieu de tout ça, il y a le caldeira, c'est-à-dire que ça a fragmenté littéralement l'île qui était ronde, et ça l'a littéralement fragmenté. Ce séisme, vous nous avez dit, moins 1500 avant notre ère, c'est ça ? Alors le séisme a eu lieu globalement, parce que à peu près, la quoi. datation est toujours un petit peu suspecte de procéder, mais 1500 globalement avant notre ère. Donc c'est un millénaire avant Platon, c'est ça ? Exactement. Donc est-ce que du coup on se dit c'est plausible ? Est-ce que cette tradition orale dont vous nous parliez, de transmission d'une histoire, de l'histoire de ce cataclysme, ça a pu en un millénaire aboutir à ces textes de Platon ? Disons que si on s'en tient à la rigueur du texte de Platon, naturellement, vous l'avez souligné Thomas, il y a des choses qui ne vont pas coller, comme on dit, ça ne va pas être possible. Mais par contre, les recherches qui ont été effectuées sur la civilisation minoenne, parce qu'on parle de la civilisation minoenne, c'est à la fois de la Crète et de Santorin, cette fameuse ville engloutie qui a été trouvée en 1967, qui s'appelle Akrotiri, une ville entière qui a été découverte avec une vaisselle riche, avec des mosaïques absolument magnifiques, des vases en céramique. Le commandant Cousteau, du coup, a été alerté par les autorités grecques, célèbre dans le monde entier, il se rend sur place, il plonge, et en plongeant, que fait-il ? Il découvre des milliers et des milliers de vases, de céramique, des arts extraordinaires. Est-ce étonnant ? Oui et non, parce que cette civilisation minoenne était très brillante. Et ce qui fait que beaucoup ont pensé que c'était l'Atlantide, parce que cette civilisation était remarquable. Juste un petit mot encore, en Crète, donc à côté d'Héraclione, à Knossos, on a donc cette ville qui a été découverte par un Anglais en 1900, c'est pas d'hier, 1900, qui a découvert cette ville. Comment il s'appelait cet Anglais ? Evans, donc Sir Arthur Evans, un homme de la gracieuse majesté, et qui, avec la fougue et on s'appelle l'énergie qu'ils peuvent développer lorsqu'ils cherchent quelque chose, eh bien, a trouvé Knossos, ce palais. Des palais absolument magnifiques, superbes, avec une organisation des rues, avec de l'eau courante qui arrivait dans les maisons, avec des caves pour maintenir. Nous sommes à 3000 ans avant Jésus-Christ. Sur Santorin, on est toujours sur Santorin. On est entre Santorin et la Crète, parce qu'il est difficile de dissocier les deux. Beaucoup ont pensé que c'était Santorin, pour quelle raison ? C'est que le volcan a littéralement explosé dans cette zone-là. En ayant explosé, on a pu penser que c'était le cataclysme majeur qui s'était déroulé à Santorin.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que et Sir Arthur Evans en 1900 et le commandant Cousteau ensuite cherchent des traces d'une civilisation dont vous allez nous parler dans un instant. On écoute d'abord un extrait du documentaire réalisé par le commandant Cousteau. C'est dans les premières minutes de son doc, on l'écoute. J'avais bien sûr entendu évoquer en maint endroits la légende de l'Atlantide. Et de fait, j'avais demandé à mon fils Philippe de faire une enquête aux Açores, à l'île Coco, à Bimini et autres lieux où certains se sont plu à situer l'Atlantide. Mais quand j'examinais l'agrandissement photographique d'une vague structure en forme de pouce, décelée sous les eaux de la baie Saint-Georges, je ne pouvais pas deviner jusqu'où cela nous mènerait, ni envisager que je me trouverais moi-même entraîné à rechercher des traces de la civilisation perdue de l'Atlantide, qui repose encore peut-être au fond des eaux. Pourquoi ces découvertes, Jean-Marie Bezelin, sont si importantes ? Est-ce que les Atlantes étaient plus en avance que d'autres peuples, particulièrement à la pointe ? Tout à fait, Sidonie. On parle d'une île, on va le dire, le mot mythique, une île idéalisée, une île peut-être idéale, où l'harmonie régnait, où à la fois les structures comme les hommes étaient à leur place, où chacun pouvait tirer le maximum de ce qu'il était. On est dans une espèce de grand mythe, ce qui fait que beaucoup d'ésotéristes se sont emparés également de ce sujet-là. Donc cette île idéalisée, cette île harmonieuse, cette île un peu, en quelque sorte, le but à atteindre pour n'importe quelle cité, pour n'importe quelle île, pour n'importe quel homme, a été telle que la retrouver, c'est quelque part relier un peu les fils de l'inconnu. Et qui ne voudrait pas relier les fils de l'inconnu ? C'est pour ça que les traces de civilisation telles qu'elles sont décrites sont importantes. C'est pour ça aussi, je comprends pourquoi vous nous avez dit que peut-être les Égyptiens avaient un lien, parce qu'une civilisation tellement avancée qu'elle aurait migré, enfin les survivants auraient migré vers l'Égypte et eu la capacité de construire ces pyramides dont on sait pendant des siècles ou des millénaires demander comment elles avaient été construites, c'est ça ? On aurait pu penser effectivement, Thomas, que en fait la cité, l'île elle-même de l'Atlantide, qui n'est pas l'empire, puisque les Atlantes ensuite ont construit un empire. Donc ils se sont disséminés sur le fameux, qu'on s'appelle la zone européenne, pour faire très vite, parce que c'était pas les termes employés à l'époque, en Libye, qui n'était pas tout à fait la Libye, mais bref, peu importe. Ils se disséminent sur le continent et naturellement diffusent leur savoir, puisqu'ils ont fait des comptoirs. Un phénomène classique qu'on a connu pour toutes les civilisations. Donc il va sans dire qu'effectivement, peut-être qu'une des hypothèses de... Est-ce que toute civilisation est coupée de l'autre, ou est-ce qu'il y a un fil conducteur ? C'est une question qui interroge beaucoup d'historiens. Alors il y a quand même une faille dans cette thèse qui situe l'Atlantide sur l'île de Santorin. C'est quoi ces failles ? Il y a 3 écueils. Le premier écueil, c'est une datation. C'est que Solon, donc, qui donne, quand on appelle à Critias l'Ancien, donc l'existence de l'Atlantide, nous parle de 9000 ans. 9000 ans avant Platon, nous sommes à 11 000 ans de notre époque. Et là, nous sommes dans un cataclysme qui a lieu en 1500. Donc un millénaire avant Platon. Et oui, donc là, il y a un écueil terrible. Alors, une des versions de ceux qui défendent cette thèse-là, qui par ailleurs peut se défendre, c'est qu'en fait, il y aurait une erreur de transmission, de transcription, de script. On aurait rajouté un 0. Oui, un 0 ou un figuratif. Oui, mais il y a d'autres failles. Hiéroglyphe égyptien. C'est le premier écueil. Vous avez raison, Sidonie. Ce deuxième écueil, la localisation. Platon est très précis. Il parle d'un goulet. Il parle des colonnes d'Héraclès. Les colonnes d'Héraclès, dans tous les géographes du monde entier, ça se situe où ? C'est dans le détroit de Gibraltar. Il n'y a pas de colonne d'Héraclès située en mer, qu'on s'appelle du côté de la Grèce. Donc, ceux qui défendent nous parlent d'un cap, c'est le cap du Péloponnèse, ça n'a rien à voir. Troisième, qu'on s'appelle égal, ce sont les dimensions. Lorsqu'on connaît Santorin, lorsqu'on s'est rendu à Santorin, même si on englobe la Crète, on est très très loin de ce que j'ai chiffré tout à l'heure, 190 000, grosso modo, 180 000 km², c'est-à-dire le territoire du Sénégal. Donc c'est trop petit, il y a un problème de datation. Il faut donc trouver un autre site pour l'Atlantide. On va trouver, Thomas, on va trouver, mais alors on va partir en Atlantique. Et si l'Atlantide était en Atlantique ? Restez avec nous les curieux. Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité de découvrir le mythe de l'Atlantide avec notre invité, le journaliste Jean-Marie Bezelin. Vous avez enquêté sur les mystères de cette cité disparue évoquée par le philosophe grec Platon. Certaines hypothèses placent l'Atlantide en Méditerranée, on l'a vu tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres qui nous font voguer pour notre plus grand plaisir en Atlantique, vers les Canaries. Ce sont des îles qui sont au sud de l'Espagne, ce sont des îles volcaniques. Alors, effectivement, donc, une fois qu'on pose la question de la localisation de l'Atlantique et qu'on a
entre guillemets, éliminer pour des raisons déjà évoquées, donc sa présence en Méditerranée, il faut aller chercher un peu plus loin. Et donc, au-delà du fameux goulet, du fameux détroit dont parle Platon avec précision. Il parle d'une mer immense. Il parle également d'une île sur laquelle on pouvait aller d'un continent à l'autre, voire d'autres îles, d'île en île. Donc, la présence des fameuses îles atlantiques, mais il n'y a pas que les Canaries, il y a 3 archipels, on va dire 4 même pour aller plus vite. Un, c'est celui des Açores, qui est situé, donc s'appelle le plus à l'ouest. Ensuite, il y a Madère, petit archipel, et puis le plus conséquent à la fois sur le plan de la montagne, sur le plan des sommets. Je rappelle que le TID culmine, le TID c'est le sommet de Tenerife, l'île principale, et culmine quand même à 3800 mètres, avec, d'après les chercheurs, autant émerger. Alors pourquoi l'Atlantide serait dans ce coin-là, vers les îles Canaries et ce lot d'îles, les Açores, Madère? Il faut bien naturellement que les chercheurs puissent avoir trouvé, une localisation plausible. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Dans l'Atlantique, d'une manière générale, il y a ce qu'on appelle, en dehors de la localisation de l'Atlantide, il y a ce qu'on appelle une médiane dorsale. Qu'est-ce que c'est? C'est un plissement montagneux sous-marin qui divise en deux l'Atlantique. Donc beaucoup de chercheurs, de géophysiciens, de géologues, etc. se sont interrogés et se sont dit, si l'Atlantide a disparu, si l'Atlantide est aussi importante qu'elle l'a été, encore faut-il qu'elle puisse être engloutie quelque part et qu'elle puisse être engloutie avec un phénomène qui soit concevable. Donc la faille serait la trace de cet engloutissement. Et la faille aurait pu être effectivement, ou pourrait être, c'est finalement l'origine ou la localisation de cet engloutissement. Les Canaries, pourquoi? Parce que les Canaries, d'abord, c'est constitué de 7 îles. Ensuite, ces îles sont excessivement montagneuses, je l'ai dit. Elles sont sur une surface beaucoup plus grande que celle des Açores et également celle de Madère. Mais pour autant, on ne peut pas dire que l'Atlantide se situe aux Canaries exclusivement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils vont englober l'ensemble des 3 archipels, vu les dimensions qui sont proposées par Platon. La seule chose qu'il y a aux Canaries, c'est que les montagnes sont très élevées et qu'on y a découvert un peuple aborigène qui s'appelle Los Guanches. Les Guanches. Alors ce peuple, il a une originalité, c'est que ce sont des Iliens, mais ils ne savent pas naviguer, c'est ça? Ils ont 3 ou 4 exceptions absolument invraisemblables. Un condottière normand, Jean de Bettencourt, arrive en 1402 sur ces îles, qui étaient appelées par Pline l'Ancien les îles Fortunées. Pourquoi fortunés? Comme je dis dans mon livre, s'ils étaient si fortunés, pourquoi n'ont-elles pas été habitées auparavant? Pourquoi n'ont pas été connus, colonisés auparavant? Il faut attendre 1402 et 1496 pour que la couronne d'Espagne s'en empare, l'ensemble de l'archipel. Oui. Bien. Jean de Bettencourt découvre une population tout à fait particulière. Un morphotype d'abord très particulier, ce qui a fait dire à beaucoup, de manière erronée, que c'était des Normands des Vikings qui avaient été transposés là-bas. Morphotype, pourquoi? Parce que globalement, les Guanches sont grands, plus d'1,80 m. Ils sont blonds, ils ont les yeux bleus, au milieu de l'Atlantique. Beaucoup ont pensé que c'était des Nordiques. Faux, archi faux. Il se trouve que lorsqu'on fait des recherches, en particulier sur les groupes sanguins, ils sont très proches d'un groupe sanguin qui s'appelle l'ibico-berbère, qui sont sur le continent, de l'autre côté. Mais vous l'avez dit, très justement, Platon, le côté extraordinaire de la chose. Qu'est-ce que c'est? Nous avons des Iliens qui sont séparés par des isthmes plus ou moins importants. Et il se trouve que ces Iliens ne savent pas naviguer. Il n'y a aucune trace de navigation. Ce ne sont pas des marins. Alors d'où sont-ils venus? Qui les a amenés ici? Si on les a amenés ici en tant que prisonniers. Et pourquoi sont-ils restés sur leur île? Alors, vous essayez de répondre à toutes ces questions, Jean-Marie Beuzelin, dans votre livre Atlantide, la cité disparue, qui est publié aux éditions Amfortas. Amfortas, c'est le nom d'un dieu grec, c'est ça? Non, pas du tout. C'est le nom de quoi? Je crois que c'est pas un nom, c'est pas un dieu grec. Parce que je connais bien mes dieux grecs. Ah, il n'en fait pas partie. Alors, vous avez vérifié juste avant l'émission, c'est ça? Merci, c'est Denis, avec cette précision. Ah, parce que, pour tout vous dire, c'est ce qu'on s'était dit juste avant, et moi je faisais mon savoir, mais non. Vous n'en êtes pas sûr, c'est ça. Ouais. Alors, donc ça, ce peuple-là, les Guanches, vous nous dites, il n'a pas les caractéristiques d'un peuple autochtone qui vivrait sur cette île, c'est ça? Donc il arrive d'ailleurs, moi je ne comprends pas. Si on prend les 3 archipels, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Madère, les Açores, les Canaries, le seul peuple aborigène qui existe, donc d'origine du pays, ce sont les Guanches. Ces Guanches, comment sont-ils arrivés? Nul ne le sait, premier point. Deuxième élément, ils sont isolés d'île en île, mais ils ont globalement le même langage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas
communiquer entre eux Il d'une n'y a île à aucune l'autre. communication, ils ne savent pas ni nager, ni avoir construit quoi que D'accord. ce soit d'autre. Mais ils ont le même langage, les Ils mêmes ont habitudes globalement, culturelles, des globalement. Des variations linguistiques, mais globalement, ils ont le même langage, ils ont la même, le même rituel religieux, un rituel de type astral, la lune, le soleil, avec une déesse mère qu'on retrouve dans beaucoup de peuples antiques. Oui, C'est c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas Et spécifique. surtout, très important, parce que c'est invraisemblable lorsque j'étais sur place et que j'ai interrogé donc les chercheurs, ils m'ont dit oui, c'est époustouflant parce qu'on en trouve encore. Ils ont momifié leurs morts, comme en Égypte, pratiquement à quelques variantes près, comme en Égypte, d'île en île, sans communication entre les îles. Donc ces îles auraient pu être séparées par un cataclysme, c'est ce que vous imaginez. Et si elles ont été séparées par un cataclysme, il y a forcément des récits. On parlait de contes oraux. Donc ces contes oraux, ces guanches seraient les testamentaires de ces récits. Ils pourraient en parler. Est-ce qu'ils vous racontent des histoires? Est-ce qu'ils disent qu'ils ont vécu tous ensemble et qu'il y a l'histoire d'un grand empire qui serait l'Atlantide? C'est le nom qu'on a donné à ça. Cher Sidonie, vous savez que la colonisation espagnole en particulier a pour but de mélanger et de faire disparaître les peuples aborigènes. C'est une des grandes qu'on appelle leçons de la colonisation espagnole. Malheureusement, donc en ce qui concerne les Guanches, ils ont été probablement assimilés. Leur culture n'a été en quelque sorte que redécouverte que récemment. Je rappelle qu'ils ont été découverts en 1402. Colonisés définitivement par la couronne, alors qu'ils étaient très peu armés ou des armes dérisoires, en 1496 par la couronne d'Espagne. Donc on parle d'un peuple qui était un peuple courageux, un peuple également qui avait une particularité, c'est que c'était un peuple qui était sous domination matriarcale. Les femmes ont joué un rôle considérable. Alors, on ne peut pas tout dire naturellement, mais dans mon livre, j'ai fait un scénario du cataclysme. Donc je me suis lancé dans un scénario en disant, voilà, l'Atlantide, c'est en Atlantique, et voilà ce qui s'est passé. En 2 mots, le cataclysme bouleverse cette île, les vieillards, les femmes et les enfants en bas âge sont mis à l'abri, dans les plus hauts sommets, là où les volcans n'ont pas explosé, et la séparation, la fragmentation des îles ont fait que finalement, chacun a vécu de manière isolée. Merci beaucoup Jean-Marie Beuzelin. Votre livre Atlantide, la cité disparue, l'enquête est publiée donc aux éditions Enfortas. Merci encore. Vous écoutez RTL.